Suspension de l'opération Ville morte au Niger. Les commerçants ont trouvé un terrain d'entente avec l'administration des douanes. Crise libyenne, le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj appelle à parler d'une seule voix pour aider le pays à y mettre fin. Puis présidentiel malgache, le président sortant Eri dénonce de nombreuses irrégularités dans le scrutin. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement togolais a confirmé la tenue des législatives le 20 décembre prochain. Cette décision est contraire aux souhaits de l'opposition, mais conforme aux recommandations des chefs d'État de la région médiateur dans la longue crise entre le président et ses adversaires qui réclament sa démission. Au Niger, les commerçants et les agents de transport ont suspendu l'opération Ville morte prévue pour ce vendredi. Ils ont trouvé un terrain d'entente. La journée Ville morte projetée ce vendredi 9 novembre 2018 par le syndicat des commerçants et celui des agents de transit pour protester contre certaines mesures douanières n'aura finalement pas lieu. C'est le fruit d'un long round de négociations entre les différentes parties. Les syndicats ont reçu des explications qui les ont convaincus sur les différentes mesures, notamment les pains savants, objet de la grogne. Ce faisant, ils ont suspendu le mot d'ordre. D'autres qui font allusion à la suspension des pains savants, les pains savants demeurent. Votre marchandise, s'il y a la quittance en bonne et due forme, bien établie, vous allez bénéficier du pass avant. Il ne faut pas faire de confusion. Le pass avant est là, qui va faire acheminer. C'est un document douanier qui va faire acheminer les marchandises partout où vous voudrez les amener. Nous profitons de l'occasion, puisque nos problèmes sont résolus, pour dire que le mot d'ordre du vendredi 9 est suspendu. Selon l'administration des douanes, il s'agissait non seulement d'une incompréhension, mais aussi de mauvaise interprétation des textes. L'équivoque étant levé, la journée Ville morte n'a plus de sens, estiment les responsables de la douane. Aussi, la direction générale des douanes a rassuré les opérateurs économiques nigériens quant à sa disponibilité à maintenir le dialogue et à respecter l'accord conclu. La circulaire 0032 dont on parle, quel était son objectif? Cette circulaire disait qu'il faut dédouaner les marchandises au lieu de destination ou de consommation. Pourquoi cela? Pour éviter la fraude. Il suffit qu'un commerçant, un importateur, prenne une cargaison entière, n'est-ce pas? Il part la dédouaner dans un bureau de douane où il a des complices. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Il va dédouaner là-bas à un moindre prix, à un prix très réduit. Et avec ces quantités, il va inonder l'ensemble du marché nigérien, de toutes les régions. Évidemment, c'est comme une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui ont payé normalement les droits de douane. Et il y en a. Les commerçants ont pris acte des propositions de la direction générale des douanes, mais ils restent sur leur garde au cas où ils constatent des manquements sur le terrain. En Guinée, des troubles ont éclaté dans les rues après que 2 jeunes aient été abattus par des soldats lors d'une manifestation. L'opposition proteste contre ce qu'elle considère comme une violation par les autorités d'un accord conclu en août dernier sur la nomination de responsables locaux élus lors d'un vote controversé le 4 février. Suivant un extrait des propos de Selou Dalen Diallo, chef de file de l'opposition. Si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple de Guinée. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et les lois. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan.
Le chef du gouvernement libyen internationalement reconnu, Fayez al-Sarraj, appelle les partenaires de Tripoli à parler enfin d'une seule voix pour aider le pays à sortir de la crise. Cet appel intervient à quelques jours seulement d'une nouvelle réunion internationale. Voici les images. En prélude à une nouvelle réunion internationale sur la situation en Libye, le Premier ministre reconnu par la communauté internationale convie les partenaires de Tripoli à parler d'une seule voix afin d'aider son pays à sortir du chaos dans lequel il est embourbé depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. L'Italie cherche à organiser les pourparlers en raison de son intérêt pour le dossier libyen, mais cela nécessite un état de consensus entre toutes les parties, qu'il s'agisse des communautés régionales, européennes ou internationales, afin de parvenir à une vision commune vis-à-vis du dossier libyen. En raison du manque d'engagement des parties libyennes qui ont assisté à la réunion de Paris et de leur désengagement, de leurs responsabilités, il n'a pas été possible de parvenir à ce qui avait été convenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles la crise s'est poursuivie plus longtemps que prévu. Dans la quête de résolution de la crise libyenne, a été organisé fin mai à Paris un sommet qui avait rassemblé les 4 principaux protagonistes de la crise libyenne, dont Fayez al-Sarraj. Cette réunion avait principalement débouché sur un engagement à organiser des élections le 10 décembre, mais cet objectif ne sera visiblement pas tenu. L'opportunité de fixer une date constitue l'une des principales divergences entre la France d'un côté, l'Italie, mais aussi les États-Unis de l'autre. Ces deux derniers pays estimant que le volet électoral doit venir en dernier. En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a critiqué ce jeudi le remaniement annoncé cette semaine par le Premier ministre Youssef Chahed. Il a également démenti avoir un désaccord avec ce dernier. Reportage. À l'approche des scrutins présidentiels et législatifs de 2019, le Premier ministre tunisien, nommé il y a plus de 2 ans par le président Béji Caïd Essebsi, a acté sa rupture avec le chef de l'État en le tenant à l'écart du dernier remaniement. Youssef Chahed a en effet changé 13 de ses ministres, sans toucher au ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Les 2 postes pour lesquels il aurait été obligé de consulter le président selon la Constitution. Ce qui n'est pas du goût du chef de l'État qu'il a fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse au palais présidentiel de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire le remaniement ministériel. La représentante de la présidence a bien dit que le président n'était pas d'accord avec la manière, mais pourquoi cette précipitation? Il y a une rapidité constructive qui ne l'est d'ailleurs pas. Si l'Assemblée des représentants a décidé que c'était quelque chose de bien, en ce qui me concerne, je n'irai pas à l'encontre des décisions de l'Assemblée. Ce n'est pas parce que cette décision ne me plaît pas, mais parce que ce sont les dispositions de la Constitution. Tout en affirmant que les choses ne vont pas dans la bonne direction, le président Caïd Essebsi a démenti avoir un désaccord avec le Premier ministre Youssef Chahed. Fondation d'une cellule en Haute-Égypte avec allégeance au groupe État islamique. Dans ce cadre, 65 djihadistes présumés ont été condamnés ce jeudi à des peines de prison, dont 18 à perpétuité. Les 65 accusés ont été condamnés pour fondation d'une cellule terroriste en Haute-Égypte, ayant annoncé son allégeance au chef de l'EI. Le dirigeant de ce groupuscule, Mostafa Ahmed Abdelal, surnommé l'émir, et ses partisans avaient été déférés devant la justice en mai 2017. Parmi les accusés, 18 ont écopé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, soit l'équivalent de 25 ans en Égypte, et 41 personnes de 15 ans de prison ferme. 6 mineurs ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement. 2 personnes ont été acquittées. Il faut dire que les condamnations peuvent faire l'objet d'un appel. En effet, les djihadistes présumés avaient été arrêtés pour avoir rejoint une organisation illégale surnommée par la presse l'EI de Haute-Égypte. Ils se seraient implantés dans différentes provinces de cette vaste région défavorisée correspondant au sud égyptien. Mercredi, 8 membres présumés de province du Sinaï ont en outre été condamnés à mort par un tribunal militaire pour une attaque meurtrière contre l'armée en 2016. Les procès de masse contre des djihadistes présumés sont récurrents en Égypte
et sont régulièrement dénoncés par les organisations de défense des droits de l'homme. À Madagascar, l'ancien chef de l'État, Eri, donné perdant de la présidentielle selon des résultats officiels encore partiels, a dénoncé ce jeudi de nombreuses irrégularités dans le scrutin. Au lendemain de la présidentielle du 7 novembre dernier, l'ancien président Eri, donné perdant, avait dénoncé de nombreuses irrégularités de vote et anormalités techniques. Mais les observateurs de l'Union européenne ont estimé ce vendredi très marginal les irrégularités constatées. Le chef de la mission des observateurs de l'UE, Christian Preda, a signalé parmi les irrégularités 2 cas de bourrage d'urnes sur un total de quelques 25 000 bureaux de vote. Ce que nous avons constaté comme difficultés et anomalies, c'est des questions plutôt d'ordre logistique, c'est des questions liées à l'organisation qui n'ont pas eu d'impact sur la crédibilité des élections. C'est ça la conclusion fondamentale. Et donc, pas l'oublier, tous les partis politiques ont été à côté de l'OIF quand ils ont fait l'examen. Hein, c'est quand même important de ne pas tricher, surtout quand on déplore des irrégularités. Moi, les gens qui essaient de tricher quand il s'agit de dénoncer des irrégularités, moi, je ne les aime pas. Selon les résultats très provisoires publiés vendredi par la Commission électorale nationale indépendante et qui portent sur 1350 des quelques 25 000 bureaux de vote, Rajoelina arrive en tête avec 42,86% devant Marc Ravalomanane qui obtient 40,18% et Eri 4,38%. Aucun candidat n'ayant obtenu 50% des suffrages, un second tour sera organisé le 19 décembre entre les 2 candidats arrivés en tête. L'élection de 2018 est considérée comme un test pour la consolidation de la démocratie à Madagascar, mise à mal par de nombreuses crises depuis son indépendance en 1960. Puis au Brésil, le nouveau président élu, Jair Bolsonaro, s'est réuni ce jeudi matin avec ses ministres dans le quartier général du gouvernement de transition à Brasilia. Jair Bolsonaro n'a fait aucune déclaration à la presse, mais c'est plutôt la ministre de l'Agriculture, Tereza Cristina, nommée ce mercredi, qui a donné une conférence de presse à l'issue de la rencontre. Le président a déjà dit plusieurs fois qu'il veut en finir avec l'industrie des amandes, en finir avec la vision idéologique et être hautement technique. Je suis d'accord, et pas que moi. Tous les producteurs brésiliens attendent cela du président Jair Bolsonaro. Sur les pesticides, la commission spéciale, la commission parlementaire qui s'est penchée sur la question a proposé la modernisation, c'est-à-dire donner la possibilité aux producteurs brésiliens d'utiliser les mêmes molécules qui sont utilisées ailleurs et de le faire de manière transparente et contrôlée. Il n'y a rien de plus et cela n'enlèvera de pouvoir à personne. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont besoin de plus de terre pour vivre plus dignement, mais il faut que l'on trouve un moyen d'éviter la judiciarisation et de faire en sorte que les deux, c'est-à-dire les Indiens et les agriculteurs, puissent survivre. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir.